Data Miner est heureux de vous présenter Parcours. Il est loin le temps de nos parents où on ne faisait qu'un seul métier, où on n'avait qu'une seule entreprise durant toute sa carrière. Des missions et des formations nombreuses peuvent forger un très beau parcours. Du soin des chevaux à celui des humains, c'est la trajectoire que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec le responsable national du service sécurité, sûreté, événements de la fameuse école Sciences Po, Nicolas Olivier. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur notre plateau de la News Sécurité. Ravi de vous recevoir. Déjà, pour commencer, d'où êtes-vous originaire, Nicolas? Moi, je suis originaire du département de l'Aisne, D'accord. dans les Hauts-de-France. Ouais. Ce qui expliquera que vous y passez votre jeunesse. Tout à fait. Vous y reviendrez, on le verra un petit peu plus tard durant votre carrière. Quel était votre rêve d'enfant? Mon rêve d'enfant professionnel était de devenir maréchal ferrant. Ce que vous avez fait. Et exactement ce que j'ai fait, donc un rêve abouti. Ouais, c'est incroyable, effectivement. Vous avez passé un CAP de maréchalerie, donc pour devenir maréchal ferrant à 18 ans. Et vous avez exercé ce métier absolument magnifique, puisque vous avez eu votre propre entreprise pendant 5 ans. Tout à fait. Ça m'a valu d'être pour le coup le plus jeune maréchal ferrant de France en activité lorsque je me suis installé au début des années 2000. Et de profiter pleinement des compétences que j'avais pu acquérir lors de mon apprentissage et de lancer mon entreprise pour quelques années de maréchalerie dans l'Aisne. Qu'est-ce qui vous avait fait vous orienter justement dans cet univers des chevaux et de ce métier d'artisan? J'ai eu la chance, je pense que c'est une chance d'être bercé au plus près de la nature par des parents très proches de la nature et des animaux. Donc tout petit au berceau, m'a biberonné à être proche de la nature, Ouais. et à mettre assez rapidement un pied au sein du monde du cheval. Ouais. Donc j'ai pu commencer à pratiquer l'équitation étant relativement jeune, et puis au fil du temps, à l'adolescence, bien passer à un niveau supérieur avec un peu de concours hippique, à un niveau humble. Et bien être piqué par cette envie réelle de vivre de ma passion et de devenir maréchal ferrant. C'est ça, faire de votre passion votre métier. Tout à fait. Alors, ça a duré jusqu'en 2006, donc 6 ans véritablement comme chef d'entreprise dans cet univers. Pourquoi ensuite quitter ce métier magnifique, proche des animaux et de la nature, pour vous engager dans une carrière dans la sécurité-sûreté? Alors c'est assez extraordinaire. Pour ma part, donc, cette activité de maréchal ferrant qui a duré quelques années a pris fin, à mon grand regret, pour une raison essentielle. Il y en a une, il y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de raisons à cet arrêt d'activité, mais elle était économique, puisque la zone dans laquelle j'œuvrais était très rurale. Il y avait un peu de travail, il y avait des chevaux, Ouais. mais il n'y avait pas un potentiel suffisamment important pour pouvoir en vivre correctement. Ajouter à cela la pénibilité de la profession. Donc j'ai pu me projeter, me poser des questions qui me semblaient évidentes. Bien sûr, la retraite, la continuité dans la profession jusqu'à 70 ans, puisque lorsque l'on est artisan, les conditions ne sont pas forcément les mêmes que lorsque l'on est salarié. J'imagine que c'est aussi un métier qui est difficile. On parle beaucoup de retraite actuellement, ce qui est très physique. Donc très physique. Que plus on vieillit, plus c'est difficile d'exercer ce métier. Tout à fait. Donc j'ai pris ma décision, au bout de ces quelques années, d'arrêter mon activité et de passer à autre chose. Et pourquoi la sécurité surtout? Alors pourquoi la sécurité? Eh bien, la sécurité est arrivée à moi par hasard. D'accord. Par une connaissance familiale qui elle-même œuvrait au sein de la sécurité privée, et qui m'a dit bien écoute, peut-être qu'il y a quelque chose pour toi. Si ça t'intéresse, eh bien, on peut regarder à ça. Fournis-moi un CV, des motivations. Et c'est ainsi que j'ai pu mettre un premier pied à l'étrier, j'allais dire. Voilà, à l'étrier, dans le milieu de la sécurité privée, en 2006. Vous passez le SIAP 1. Tout à fait. Ça, c'est intéressant, on va le voir tout du long de votre carrière. C'est toujours cette volonté d'apprendre plus, de vous former davantage pour progresser et pour évoluer différemment et progresser aussi dans votre carrière, pas simplement au niveau des connaissances. Tout à fait.
J'ai pu, certaine fierté à pouvoir régulièrement en parler, commencer tout au bas de l'échelle. Dans ce milieu de la sécurité, mon premier emploi était sur une plateforme logistique. Chez FM Logistique. Exactement. Agent de sécurité et de filtrage. Tout à fait, tout à fait. Et sur cette plateforme logistique, et c'est là que ce métier de la sécurité privée est formidable, puisqu'on fait des rencontres au quotidien, Oui. avec tout un tas de profils de personnes. Et sur cette plateforme, eh bien, le chargé de sécurité était le voisin d'un de mes anciens clients qui possédait des chevaux. Le monde est petit. Et donc c'est tout à fait, le monde est un village, comme on dit. Et l'on a pu sympathiser. Il a pu également apprécier mon implication. Il connaissait un peu mon passé de maréchal Ferrand, et il a été, je pense, séduit par mon implication et aussi mon histoire. Ouais. Ça m'a permis de pouvoir évoluer, de passer le SIAPA assez rapidement, de quitter cette plateforme logistique et de partir pour le parc Astérix. Vous parliez de village. Justement, le monde est un village, le village d'Astérix. D'abord, juste avant, je voulais savoir si vous avez trouvé ça difficile de passer de ce métier de maréchal Ferrand à cet univers de la sécurité, d'agent de sécurité de filtrage. Alors, j'ai trouvé difficile les conditions, puisque humainement, je n'étais pas préparé à tenir un poste de 12 heures seul la nuit, à ne voir absolument personne, à être confronté à la réalité qui est la même aujourd'hui. Elle n'a pas évolué, cette réalité pour les agents qui sont sur le terrain, en tout cas sur ces postes et beaucoup d'autres. Je n'étais pas du tout préparé à ça, mais j'avais une telle envie de pouvoir bien découvrir autre chose et me reconvertir, puisque ce n'était pas simple, en partant d'un métier très atypique, de l'artisanat auquel j'avais consacré toute mon adolescence. Oui. Partir dans une autre voie, c'était très complexe. Et je me suis accroché et j'ai pris goût à ce que je pouvais apporter aux autres, aux humains. Alors j'ai apporté aux animaux pendant quelques années, et puis je suis passé ensuite aux humains. Oui, tout à fait. Alors justement, 2006, vous rejoignez le parc Astérix, d'abord comme opérateur en vidéoprotection. Là, c'est également un nouveau métier, puisque des nouvelles technologies qui étaient déjà à l'époque extrêmement fournies en termes de capacité vidéo. Tout à fait. Donc le parc Astérix était à l'époque, en 2006-2007, déjà très bien équipé, très bien fourni en termes de vidéo. Donc ça a pu être un réel enrichissement pour moi d'avoir cette opportunité, oui, et d'exploiter la vidéo sur le parc. Et on vous forme là, j'imagine, sur le parc. Exactement, on me forme sur le parc, et il y avait de gros besoins, et ouais, je pense qu'il y en a toujours aujourd'hui. C'est très vivant, le parc Astérix. Ouais. Et oui, j'ai pu apprendre énormément au sein de ce PC. Vous restez toujours au sein du parc Astérix et vous devenez dans un autre univers, sécurité-sûreté, puisque vous devenez chef d'équipe de sécurité incendie. Est-ce que c'est votre volonté de découvrir d'autres choses, ou est-ce que, quelque part, on vous dit, tiens, il faudrait que tu viennes de ce côté-là parce qu'il y a des choses à faire? C'est une évolution interne au sein de la société de sécurité privée qui m'a employé à l'époque. Le PC de sécurité du parc Astérix regroupait à cette époque-là, les choses ont évolué depuis, regroupait la partie incendie et la partie vidéo. Tout le monde était sous le même toit et ça se passait très bien comme ça. Mais quand on arrivait au sein de ce PC, en général, on arrivait par la vidéo. Puis les personnes qui avaient envie d'évoluer et d'apprendre et d'être formées, passaient ensuite chef de poste, et le chef de poste était SIAP 2. D'accord. Voilà. Et donc j'ai passé SIAP 2 pour pouvoir prendre ce poste et m'occuper du PC. Ok. Vous passez ensuite de ce parc à un autre parc d'attractions, d'activités, de divertissement, puisque vous devenez chef d'équipe de sécurité incendie, mais chez Center Parcs, au sein du domaine du lac d'Ailettes. Pourquoi ce changement de parc ? Alors c'est très simple, encore une fois, une bonne opportunité. La personne qui était en charge de la sécurité et de la sûreté à l'époque au parc Astérix a elle-même quitté le parc Astérix pour partir chez Pierre et Vacances Center Parcs et pour contribuer à l'ouverture et à la mise en œuvre de ce nouveau parc, puisqu'il allait être inauguré quelques semaines après. On travaillait ensemble depuis un certain temps et il m'a proposé de le suivre
sur ce site. J'ai accepté évidemment, puisque géographiquement, ça me rapprochait de mon domicile. Donc, je n'y voyais que du positif et aujourd'hui encore, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Alors, sur cette période, donc, on va dire 2006-2010, 4 années au sein de parcs d'attractions, est-ce qu'il y a peut-être des missions qui sont plus fortes que d'autres, peut-être des anecdotes aussi de vécu au sein de ces endroits qui sont extrêmement fréquentés par des touristes venus du monde entier? Tout à fait. Alors une anecdote alors sur le parc Astérix, pour y revenir puisqu'elle est intéressante, j'ai eu, je ne sais pas si on peut appeler ça une opportunité, mais l'expérience assez intéressante de vivre le déploiement d'un plan rouge sur le parc lors d'un feu d'attraction, ce qu'on appelle la Nationale 7, pour ceux qui connaissent le parc Astérix, qui avait pris feu en pleine journée avec plus de 20 000 personnes sur le parc. Ça a nécessité des moyens conséquents et justement le déploiement de ce plan rouge à l'époque. J'étais chef de poste ce jour-là, donc c'est un souvenir intéressant et une expérience très riche. Et puis sur Center Parcs, où j'y ai passé quelques années, où bien les activités sont diverses et variées, avec en général un plan d'eau, une discothèque, de l'acrobranche, etc., une piscine. J'ai pu avoir également à gérer eh bien, une mini-tornade sur le parc du lac d'Elette, avec un stage d'aviron qui à l'époque avait tout chaviré, et la disparition de l'ensemble des enfants qui étaient à bord des bateaux, une grosse inquiétude, un déclenchement en plein 14 juillet, hein, je tiens à le préciser, un plein 14 juillet, encore une fois d'un plan rouge, avec bien le Dragon 62 qui surveillait les côtes picardes, qui a été détaché pour faire un repérage sur notre lac qui faisait plus de 80 hectares. Je vous passe les détails, mais un 14 juillet, c'est croustillant. Très bien. C'est très bien terminé. Tous les enfants ont été repêchés par leur encadrant et par notre équipe de sécurité, sains et saufs, plus de peur que de mal, mais une expérience assez éprouvante et marquante, puisqu'il y avait quand même des vies en jeu à l'origine et des vies d'enfants. Oui. Vous trouvez que vous avez été assez vite bien intégré dans cet univers de la sécurité ? Tout à fait, oui, je peux considérer que j'ai été assez bien intégré et je pense que cette intégration s'est faite de la sorte en raison de ma volonté de bien faire, de souhaiter me former les autres et je pense que ça a été apprécié. Et j'encourage encore aujourd'hui les personnes que je peux croiser sur le terrain justement faire preuve d'engagement et d'intérêt pour la profession. Il y a réellement des opportunités aujourd'hui pour les gens qui sont compétents et qui ont envie d'évoluer. Ça existe encore. Et qui ont envie d'apprendre. Tout à fait. Parler de formation, effectivement, vous passez le SIAP 2, PSE 1 et 2. Et puis, en parallèle, également, sapeur-pompier volontaire 2008-2012 au SDIS 02 de l'Aisne, donc à Laon, près de chez vous. Tout à fait. Cet objectif d'intégrer les sapeurs-pompiers comme volontaires, c'était dans votre ADN ou c'est une volonté encore d'apprendre d'autres choses ? Alors pour moi, ça faisait partie intégrante du package. Il me semblait évident que de porter assistance à personne et de maîtriser les enjeux liés à l'incendie résidait dans le fait de pouvoir avoir une expérience de sapeur-pompier. Donc cette expérience de sapeur-pompier m'a apporté énormément. D'accord. Énormément, et aujourd'hui encore, j'en profite. D'accord, même si vous n'êtes plus non, mon activité ne me le permet plus malheureusement, mais de cœur, je le suis toujours et je suis entouré essentiellement de sapeurs-pompiers. Alors, en même temps, on est en juillet 2010 et pendant 6 mois, non, jusqu'à janvier 2012, d'ailleurs beaucoup plus que ça, vous êtes coordinateur du service accueil et sécurité incendie, toujours chez Center Parcs, mais là, dans ce domaine de Laon, à côté de Laon en fait, qui s'appelle le lac d'Elette. Donc, on voit aussi une progression professionnelle. Vous montez petit à petit les étapes. C'est ça, tout à fait. J'ai eu l'opportunité d'être sollicité par le directeur de ce Center Parcs qui est situé dans l'Aisne, qui lui-même est parti faire l'ouverture du parc des Trois Forêts en Moselle, donc le plus grand d'Europe, et qui avait apprécié travailler avec moi et m'a demandé de pouvoir, bien sûr, une mission de quelques mois, de venir sur son parc, d'y être logé, d'y rester, d'y habiter, et de mettre en place eh bien, la même chose qui avait pu être mise en place sur ce parc dans l'Aisne.
Et j'ai pu concrètement faire mon travail et y prendre un plaisir considérable. Et j'en garde encore une fois aujourd'hui une très belle expérience. Mais en termes de mission, là, plus exactement, de quoi s'agissait-il? Alors, il s'agissait, sur les parcs Center Parcs en général, hein, il y a des effectifs dédiés à la sûreté, des effectifs dédiés à la sécurité incendie, et puis des effectifs liés à la surveillance de baignade. Oui. Tout ça conjugué avec ce parc qu'on pourrait considérer comme hôtelier, hein, mais qui se traduit par des cottages, des logements, Exact. qui ne sont pas des chambres d'hôtel, avec bien, tout ce qui peut s'y passer, donc en termes de secourisme, de sûreté. Il faut avoir des équipes correctement formées, présentes pour intervenir en pleine nature. D'accord. Donc là aussi, on apprend au contact de ceux qui sont là depuis quelques années, et puis on essaye d'absorber un maximum. Tout à fait, il y a énormément à apprendre dans ce type d'établissement, qui est très riche en aventures humaines, hein, puisque bien, les clients sont des humains, ils sont là dans un moment de loisir, donc tout est permis. Tous les excès aussi sont permis et ça permet effectivement de se forger encore une fois une expérience que l'on ne pourrait pas avoir ailleurs. C'est assez atypique ce type d'établissement, mais c'est très intéressant et en pleine nature. Et vous passez votre SIAP 3 en 2011 et puis juste après vous devenez chef de service sécurité incendie chez Orange Temple, c'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce que c'est Orange Temple? Alors rue du Temple, il y a là un IGH. Ça peut paraître absolument fou, mais il y avait là un IGH qui mesurait 28,50 m. C'est assez extraordinaire, mais c'est la réalité. Et eh bien, j'ai eu l'opportunité de pouvoir prendre ce poste par le biais d'un prestataire en sécurité privée basé à Versailles. Et c'est à compter de cette période que j'ai posé mes valises professionnelles sur Paris. Ok. Et en termes de mission, si on peut rentrer un petit peu dans les détails de cette période? Eh bien, écoutez, il s'agissait d'un établissement qui venait d'être repris par cette entreprise de sécurité privée, où on m'a confié la mission de construire le service digne d'un IGH, un petit IGH, avec la mise en place des consignes, de la relation avec le client, la formation, etc., etc. Donc une mission classique de chef de service sécurité en IGH. Et est-ce que quand vous acceptez ce poste, vous avez un peu de pression, ça se fait naturellement? Comment vous abordez ce nouveau job? Alors, il y a toujours une certaine pression, c'est normal, hein, la nouveauté fait peur, c'est humain. Mais moi, je l'ai concrètement assimilé à un challenge et également à une réussite, puisque pour moi, qui partais de très loin, de très bas, en arriver là, conquérir Paris au sein d'un IGH, c'était pour moi le rural, une aventure extraordinaire. Donc j'étais vraiment très engagé dans les missions qui m'étaient confiées. Est-ce que le fait d'avoir commencé en bas de l'échelle, tout du long de votre carrière, ça vous a aidé à comprendre les gens que vous dirigiez? Alors là, totalement, complètement. Et c'est ce qui aujourd'hui est un de mes piliers. Que ce soit lors de périodes tendues et moins tendues au sein de Sciences Po, avec nos prestataires, la facilité à comprendre la difficulté que rencontrent les personnels qui constituent cette sécurité privée. Voilà, j'ai une certaine facilité à les comprendre et à les aider, à les accompagner, de par ce vécu, je pense en tout cas. Bien sûr. Alors, vous continuez des formations, d'apprendre, vous faites un cycle de management de la sécurité en entreprise, on est en 2012-2013, une certification de formateur en habilitation non électrique, et puis une nouvelle mission, beaucoup de missions qui s'enchaînent comme ça, donc beaucoup d'expériences que vous emmagasinez dans l'hôtellerie, Hôtel Pullman. Tout à fait. À cette époque, hein, toujours pour cette société de sécurité privée qui m'avait employé rue du Temple sur cette IGH, j'ai eu l'opportunité de me voir confier des missions en règle générale de mise en place, de reprise en main des équipes, de rédaction de consignes. Et ça m'a amené effectivement sur le Pullman, sur le Molitor aussi qui venait d'ouvrir à l'époque. Une belle expérience. Donc là, il y a des choses nouvelles que vous découvrez, que vous mettez au point, vous mettez en place plus exactement? Alors, je découvre ce luxe à la parisienne, le Molitor notamment.
qui est bien connu. Et voilà, ça me permet d'intégrer ça. Je n'avais peut-être pas assimilé cette notion avant ces expériences. Donc ça me permet d'intégrer à mon analyse hein, et aux mises en œuvre liées à la sécurité et à la sûreté, eh bien, ces aspects liés au luxe. Voilà, c'est ce qui a peut-être changé la donne avec ces expériences. C'est un univers que vous souhaitiez découvrir? Comment s'est passé le passage d'une mission dans l'univers des centres de divertissement à cet univers du luxe de l'hôtellerie? Mais j'ai une soif de découvrir des choses nouvelles qui est toujours là aujourd'hui. Alors, c'est peut-être un peu atténué avec le temps, bien que je ne sois pas si âgé que ça. Mais voilà, donc, le challenge, la découverte, la mise en place. Ouais. J'aime quand il y a beaucoup à faire et à construire. D'accord. Vous continuez en parallèle à vous former en formation en prévention du risque en entreprise, INRS, et un cycle technique de lutte contre la malveillance en entreprise. Et puis également, vous faites un cycle un petit peu plus tard, là on est en 2016-2017, management de la sûreté. C'est quoi l'objectif de continuer toujours? Alors l'objectif de continuer toujours est assez simple à intégrer. Il y a dans ce monde de la sécurité une partie connue de tous dédiée à la sécurité incendie qui est réglementaire, qui est simple à assimiler. Enfin, simple à assimiler dans son organisation. Dans sa mise en œuvre, c'est un peu plus complexe. Et à côté, eh bien, l'on retrouve en permanence les sujets liés à la sûreté, à la malveillance. Et c'est cet aspect-là qui m'intéressait, aspect pour lequel j'étais le moins qualifié, puisque le début de ma carrière a été axé essentiellement sur la sécurité incendie. Oui. Il y a eu des parties dédiées à la sûreté, mais sans y être réellement qualifié. C'était une époque où on pouvait encore faire des choses comme ça. Et j'ai eu réellement envie d'avoir ces deux casquettes, d'avoir certes ces compétences réglementaires liées à la sécurité incendie, mais d'y associer la partie sûreté qui, elle, est, à mon sens, beaucoup plus vivante, beaucoup plus prégnante lorsque l'on prend une journée de travail. Votre sécurité incendie, si elle est bien gérée, c'est réglementaire, vous avez des personnels et ça fonctionne. La sûreté, vous arrivez le matin, vous ne savez pas ce qui va vous arriver au cours de la journée, sur le site où vous travaillez. Et je voulais vraiment être compétent dans ce domaine et pouvoir contribuer. Alors, votre poste actuel de responsable national du service sécurité, sûreté, événements de Sciences Po Paris, eh bien, vous l'avez depuis 2018. J'ai l'impression que vous vous posez tout d'un coup. Vous n'avez pas arrêté de passer de mission dans des univers à d'autres. Là, c'était une volonté de votre part? Ou est-ce que finalement, vous avez trouvé le cocon dans lequel vous avez envie de continuer votre carrière? C'est-à-dire que j'ai vécu donc, de la sécurité privée pendant plusieurs années, une dizaine d'années, pour finir par un IGH à la Défense. Ça a été la fin de mon parcours dans la sécurité privée. Je me suis dit, j'ai balayé tout un tas de facettes du métier. Alors pas toutes, hein, mais j'ai encore plein de choses à voir, mais une bonne partie des facettes du métier. J'ai envie de me poser, de passer de l'autre côté du miroir, comme on dit bien souvent, et de devenir eh bien, le client, le responsable de la sécurité, me poser. Et j'ai eu eh bien, tout simplement cette opportunité d'entrer à Sciences Po, non pas en tant qu'étudiant, mais en tant que salarié. Et j'y suis depuis 5 ans et j'y suis bien. Alors, c'est combien d'élèves, combien de professeurs, grosso modo? Alors, Sciences Po, c'est entre 13 et 15 000 étudiants. Ok, sur plusieurs sites? Tout à fait, répartis sur notre campus parisien et sur 6 campus en région et répartis dans le monde entier avec un peu moins de 200 partenariats avec des universités au plan international. Donc, ça représente quand même pas mal de monde. Donc, assurer effectivement la protection du personnel, des étudiants, des professeurs, j'imagine aussi d'un certain nombre d'invités VIP. Tout à fait. La palette de missions est très très large. Tout à fait. C'est ce qui vous intéressait aussi? Alors absolument. Le poste que j'occupe actuellement me permet, pour parler simplement, de m'éclater. De m'éclater dans ce que je fais. Chaque jour est différent. Ouais. D'une commission de sécurité à la venue d'une personnalité politique, d'un international, d'un patron du CAC 40. Voilà. L'on passe d'une thématique à l'autre, à une occupation étudiante ou un blocus comme on le vit là depuis 3 semaines,
c'est quelque chose de grisant pour moi et de très intéressant. Chaque jour est nouveau, finalement. Tout à fait. Tout à fait. Et on parle d'événements. Je ne savais pas quel type d'événements sont organisés à Sciences Po. Alors, au sein de l'institution, on table sur 800 événements institutionnels par an. Ouais, il y en a bien plus, hein, mais les événements qui nous intéressent en termes de sûreté, là, pour le coup, sont ces 800 événements. Donc, eh bien, ces événements peuvent être la venue d'une conférence ayant invité un ministre, un membre du gouvernement, une garden party, une exposition, voilà, un tournage. Ok, donc il y a aussi des expositions, ça je ne le savais pas. Tout à fait, oui. Ah ouais, donc c'est assez passionnant. Est-ce qu'en termes de nouvelles technologies, vous avez également réussi à vous former aux évolutions? Parce que j'imagine que c'est de plus en plus important pour vous dans votre métier aujourd'hui. Tout à fait. Donc, ce qui m'a permis d'avancer en termes de formation sur les nouvelles technologies, eh bien, c'est le fait que Sciences Po, comme on a plaisir à le dire, est une vieille dame qui a 150 ans, qui est exploitée depuis 150 ans, et il a fallu donner une touche de modernité aux installations concourant à la mise en sécurité des sites et à la surtout que certains sites, effectivement, sont dans des sites historiques. Exactement. Donc, il a fallu, ces 5 dernières années, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été embauché, eh bien, déployer toute une dynamique humaine et technologique pour renforcer la sécurité de nos sites. Donc ça passe par la mise en place de PNG, hein, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance, de manière à améliorer constamment le niveau de sécurité au sein de nos sites. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux jeunes qui veulent intégrer cette filière? Est-ce que c'est encore possible d'ailleurs de venir d'un tout autre univers et de se former au métier de la sûreté sécurité? Oui, c'est possible, puisque il m'arrive assez régulièrement de discuter avec des collègues et je m'aperçois que bien souvent, les trajectoires sont plus ou moins similaires. Alors, certaines personnes ont pu faire à l'origine de grandes écoles, avoir un parcours dans l'armée, la gendarmerie, la police, mais malgré tout, on a régulièrement des personnes qui viennent de l'opposé de ce qu'est la sécurité, et ça a plutôt très bien fonctionné pour eux, et des personnes relativement jeunes. Donc je pense que oui, c'est toujours possible. En revanche, c'est possible pour les gens volontaires, intéressés et passionnés, puisque vous parliez tout à l'heure de mon métier qui était devenu, enfin ma passion qui était devenue mon métier avec la maréchalerie. Eh bien, naturellement, c'est à nouveau ces métiers de la sécurité devenus une passion pour moi, à l'inverse. Et je pense que quand on est passionné par ce que l'on fait, tout est possible. C'est important de l'avoir à l'esprit. Merci Nicolas Olivier. Merci. On vous souhaite bonne chance pour la suite, mais je pense que vous avez gardé un fer à cheval. Bien sûr. Donc ça va de pair. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Agnew Sécurité. On se retrouve très vite pour un nouveau parcours. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Data Miner a été heureux de vous présenter Parcours.